L'Université de Limoges fête ses 50 ans, petite par sa taille, 16 000 étudiants cette année. L'université a su se forger une identité en développant ses filières et en créant des laboratoires d'excellence. Nous allons revenir sur cette histoire. Nous évoquerons également son avenir avec ses ambitions et ses contraintes. Un demi-siècle d'existence donc pour l'Université de Limoges. Nous allons en parler aujourd'hui sur ce plateau de Dimanche en politique avec nos 4 invités. Bonjour à vous. Alain Sellerier, vous êtes président de l'Université de Limoges. Vous êtes également professeur de physique et chercheur au laboratoire XLIM. Jacques Fontanille, vous êtes professeur émérite de linguistique et de sémiotique et vous avez également été président de cette Université de Limoges. Laetitia Lepetit, professeure en sciences économiques, chercheuse au LAP, au laboratoire d'analyse et de prospective économique. Et puis François Reynaud, professeur d'optique, chercheur au laboratoire XLIM, spécialiste de photonique. Alors, l'Université de Limoges a 50 ans. Une première question pour vous, Alain Sellerier. Pourquoi vous avez tenu à fêter cet anniversaire ? C'est un compte rond qui est quand même assez significatif. Alors, quand on parle de la vie des gens, ça m'est arrivé il y a quelques années, 50 ans, c'est un vrai cap. Donc, je crois que c'était important aussi de montrer comment on avait évolué et comment on se projetait dans l'avenir. Laetitia Lepetit, vous avez été étudiante dans cette université avant d'y devenir professeur. Qu'est-ce que ça représente pour vous cet anniversaire, ces 50 ans ? Ces 50 ans, c'est une étape importante, mais c'est aussi le début j'espère, d'un avenir long et avec une recherche d'excellence. Alors vous avez fêté cet anniversaire pour le futur en fait, c'est votre idée ? Non, mais c'est réfléchir à ce qu'on va devenir dans 30 ans, dans un univers national et international de plus en plus compétitif. Alors on en parlera évidemment dans cette émission. François Reynaud, vous avez également été étudiant dans cette université avant d'y devenir professeur. Alors cet anniversaire, ça vous évoque quoi ? Des souvenirs ? Des souvenirs et puis surtout un grand plaisir de voir comment, même si j'ai pas fait tout mon cursus d'étudiant à l'université, de voir comment cette petite université est devenue très adulte puisqu'elle rayonne dans beaucoup de lieux sur la planète. Et donc je crois que c'était une bonne occasion de fêter ça ensemble. Étaient réunies quand même des générations. Il y avait la génération qui nous a précédés, il y a la génération qui va nous suivre. Donc c'était un beau moment de partage entre générations. Un lien intergénérationnel. Oui, Jacques Fontanille, vous avez présidé aux destinées de cette université, 50 ans. Pour une telle entité, c'est quoi ? C'est l'adolescence encore ? On entre dans l'âge adulte ? Pour une université, oui, c'est l'adolescence. Mais je pense que 50 ans, c'est la bonne mesure pour pouvoir apprécier les transformations en profondeur. Parce qu'à moins de 50 ans, les transformations de profondeur se voient mal. Et je pense que 100 ans, ça serait un peu trop pour avoir toutes les générations co-présentes. Donc là, c'est une chance, on voit ce qu'on a fait et tout le monde peut être là. À peu près, voilà. Après, malheureusement, pas tout le monde, mais enfin, en tout cas... Une grande partie. La création de l'Université de Limoges, ça s'est fait par un décret, le 24 octobre 68. Il y avait déjà des enseignements supérieurs ici à Limoges, mais l'université a été constituée de manière officielle. C'était la première autonomie de cette Université de Limoges à cette date-là. Un événement, et je vous propose de regarder un extrait tiré d'un reportage de Pascal Coucy et André Abalo. Parmi les premiers étudiants de la nouvelle université, le jeune Christian Moulinard entrait en fac de droit. Il deviendra l'un des enseignants de cette faculté. Il n'a pas oublié l'émotion ressentie par le jeune Limousin qu'il était. Il y avait ce sentiment de participer, alors bien sûr dans une toute petite mesure, mais de participer à la création de quelque chose pour lequel on souhaitait qu'il y ait un avenir. Et on avait l'impression effectivement de participer à la, entre guillemets, montée en grade de la ville de Limoges. Pendant une décennie, faculté des lettres, faculté de médecine, IUT, Resto U et logement étudiant vont sortir de terre. En quelques années, Limoges va devenir une véritable ville universitaire. Jacques Fontanille, on vient de le voir dans le reportage, la création de l'université, c'est aussi la transformation de la ville de Limoges. C'est un événement, une étape très importante. Moi, je le crois, oui. Et aussi pour la région Limousin, qui n'est plus la région Limousin. Moi, un de mes souvenirs les plus marquants en tant que président a été les co-constructions que nous avons pu faire avec l'équipe qui était en place à la région Limousin. En 3-4 ans,
on a quand même réussi à créer ensemble l'agence de valorisation des recherches universitaires en Limousin, la VRUL, de créer la fondation partenariale avec la région, avec d'autres aussi, mais enfin, sans le soutien de la région et la coprésence, c'était très difficile. On a créé une composante, l'IFOMER, l'Institut de réadaptation. Donc, tout était à faire. Enfin, c'était pas l'essentiel parce qu'il y avait déjà les structures majeures qui étaient en place, mais c'était des outils dont l'université avait besoin et la région avait besoin. Donc c'est pas seulement la ville, mais enfin la ville et sa région. François Reynaud, quel souvenir marquant, vous aussi, vous gardez 10 ans. Ouais. 10 ans, mais comme j'habite pas très loin, je me souviens de la construction de ces bâtiments. Il y a une vie universitaire qui s'installe, donc on voit une population assez jeune. On en parlait, c'était évoqué, ou ça se faisait à côté du reste des citoyens? J'en ai un très très net souvenir. Pourtant, j'avais que 10 ans. Et c'était, enfin, même à cet âge-là, j'ai ressenti ça comme une étape importante, parce que c'était la possibilité pour la région d'avoir une formation complète et de pouvoir amener les jeunes Limousins jusqu'à une qualification qui leur permettait de rentrer dans la vie active un petit peu partout. Et sans partir à Poitiers, à Bordeaux, à Toulouse ou à Paris, comme ça se faisait à l'époque. Laetitia Lepetit, entre les étudiants que vous étiez à l'époque et vos étudiants aujourd'hui, vous voyez de grandes différences? C'est quoi la plus grande différence? Et puis peut-être après les similarités? Entre les étudiants? Oui, que vous étiez, ceux que vous avez aujourd'hui. Alors, les étudiants d'aujourd'hui, je dirais, sont très numérisés, sont aussi ouverts à l'international. Donc voilà, il y a une grande différence. Autrefois, on était plus centré sur sa propre université, sur son territoire. À l'époque, l'université de Limoges s'est ouverte depuis maintenant, on va dire une vingtaine d'années, mais c'est vrai que c'est plus facile maintenant de partir en Erasmus avec tous les programmes qui se sont développés et d'avoir aussi des formations ouvertes à l'international où on fait des cours en anglais maintenant, donc on a des formations tout en anglais, donc je pense que c'est certainement plus facile de pouvoir avoir une carrière à l'international aussi. Donc c'est-à-dire qu'autrefois on voulait absolument avoir l'université chez soi pour étudier chez soi, et maintenant ce qu'on cherche c'est surtout être connecté avec les autres. Alain Sellerier? Oui, je crois que les étudiants, nos nouveaux étudiants aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts sur le monde en général. Pour rebondir sur ce que disait François tout à l'heure, on a le même âge. Moi, quand je suis rentré à l'université, c'était en 77. Je sortais de ma campagne, c'était déjà la découverte de la ville de Limoges, c'était déjà énorme. Et je crois que si on n'avait pas eu une université à Limoges à ce moment-là, je suis pas sûr que je serais allé dans une ville universitaire. Donc c'était la découverte du monde un peu. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus un étudiant, même originaire de la campagne profonde comme je l'étais, qui n'a pas voyagé, qui a même souvent, ils ont fait une bonne partie du tour du monde. Alors cette université a permis de créer des laboratoires d'excellence. Vous en êtes tous les deux des exemples avec XLIM, des laboratoires connus de manière internationale. Quelle autre réussite vous mettriez en avant de l'université de Limoges aujourd'hui, qui veut répondre? Alors, pardon, juste pour dire, effectivement, XLIM, on peut considérer que c'est un laboratoire d'excellence et je le crois sans problème. Un laboratoire, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui travaille en partenariat avec le CNRS, qui est labellisé CNRS. Hein. C'est ça, qui est labellisé CNRS, qui est un gros laboratoire. C'est une des unités mixtes de recherche UMR avec le CNRS la plus importante sur ces thématiques-là en France. Mais je crois que tous nos laboratoires sont d'excellence. Et vous avez choisi d'inviter Jacques Fontagny, par exemple, sur la sémiotique. C'est aussi un laboratoire d'excellence, c'est une originalité dans le paysage mondial même. Donc voilà, ça en fait partie, et le labo de Laetitia de la même manière. Donc à chaque fois, je sais bien, c'est ça un peu notre défaut, on focalise sur les gros laboratoires que sont XLIM ou le laboratoire de céramique, mais on a des laboratoires dans tous les domaines qui ont une excellence reconnue à l'international. Et disons que ceux-là sont plus visibles, alors peut-être parce qu'effectivement on les met plus en avant, mais ils ont aussi une certaine légitimité, et pourquoi pas le dire, c'est une des réussites de cette université aujourd'hui. Dans l'histoire de l'université, alors comme ailleurs en France, il y a eu une évolution majeure, je voudrais qu'on en parle maintenant, ça a été celle de la gestion. Je vais me tourner vers vous, Jacques Fontagny, parce que tout ça s'est passé sous votre présidence en 2007, c'est la loi LRU, Liberté et Responsabilité des universités, avec une autonomie de gestion. Qu'est-ce qui a changé alors à ce moment-là ? Je pense que ce qui a changé d'abord, tout simplement, c'est que les universités françaises se sont mises dans le mouvement
d'évolution qui était internationale. La plupart des grandes universités dans le monde étaient gérées de cette manière. Les nouvelles qui se créaient partout, notamment dans les pays asiatiques, étaient sur ce modèle-là aussi. Donc les universités françaises ont pris cette orientation. Est-ce qu'on peut prendre juste une minute pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, à nos téléspectateurs, qu'est-ce qui a changé vraiment? Comment c'était géré avant et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Alors, l'autonomie n'a pas été entièrement créée par la loi. Elle s'est faite de manière progressive. Elle a commencé sur le plan pédagogique un peu avant. Elle a continué avec la loi LRU par l'autonomie de gestion des moyens et de création des emplois. C'est-à-dire qu'on vous donne une enveloppe et après c'est à vous de gérer. Ce n'est plus l'État qui décide où sont affectés les fonds. Non, voilà. Mais ce n'est pas nous qui décidons de l'enveloppe. On va y revenir aussi après. C'est un autre problème. Et puis, il y avait d'autres possibilités de développement, enfin, comme par exemple une réelle et complète autonomie dans le détail des curriculums, et en particulier des diplômes, ce qui n'est pas le cas. Enfin, ça a évolué. Et aussi l'autonomie de gestion de son propre patrimoine. Je rappelle quand même que la loi LRU le prévoyait, mais que l'État ne l'a accordé qu'à 3 universités et a très vite reculé devant l'extension du coût que ça représentait pour l'État. Ça a été un bouleversement finalement dans la gestion budgétaire. Ça ne s'est pas fait tranquillement. Il y a eu des manifestations à l'époque. Vous étiez de quel côté à ce moment-là, François Reynaud? Vous étiez pour l'autonomie ou contre cette autonomie-là? En fait, ce qui était difficile à l'époque, c'est d'avoir une bonne compréhension de ce que voulait dire le mot autonomie. Et je pense qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on peut discuter à ce sujet. Si l'autonomie, c'est de rendre complètement indépendant une université comme celle de Limoges, il y a toujours le risque que la petite taille crée une fragilité. Si c'est nous rendre majeurs sur la gestion de ce que l'on veut faire avec le potentiel humain et technique qu'il y a dans une université, là, moi, j'étais 100% favorable. Alors, la meilleure perception, vous l'aurez par les 2 présidents qui ont été les mains dans le cambouis à ce sujet, mais c'est sûr que l'autonomie est une bonne chose si c'est une vraie autonomie. Je suis peut-être... Et est-elle aujourd'hui donc une vraie autonomie ? Selon vous? Alors je pense que les 2 présidents peuvent en parler un petit peu plus, mais tant qu'on n'a pas l'autonomie budgétaire, la rentrée d'argent, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'une vraie autonomie. Vous êtes obligé Donc on arrive à gérer avec des choix politiques locaux, c'est une très bonne chose. Après, eh bien, on a toujours... alors je pense qu'Alain Célérier pourra compléter parce qu'il est dedans. Avant de vous donner la parole, je vais passer d'abord par Laetitia Lepetit à vos côtés. Cette autonomie, vous, en 2007, pour ou contre? J'étais pour, mais c'est vrai que voilà, je suis tout à fait d'accord dans la mesure où on ne maîtrise pas nos rentrées d'argent. Et puis, certains aspects fait qu'on n'est pas totalement autonome non plus. On nous impose quand même encore. Voilà. Et dans la communauté enseignante, des chercheurs, des professeurs, comment ça a été perçu? Le choix d'y aller rapidement, je pense que c'était un bon choix, mais tout le monde l'a pas perçu comme quelque chose de... Voilà. Certains auraient voulu qu'on attende et voir un petit peu comment ça se passait ailleurs pour... voilà. Mais je pense que c'est une bonne chose d'y aller. Est-ce que les gens reviendraient en arrière aujourd'hui? Voilà. Je vous fais porte-parole de vos collègues, mais est-ce qu'on en parle encore ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est clos comme affaire aujourd'hui? La question se pose pas, je pense. Oui, la question se pose plus pas, maintenant. Oui. Enfin, Il n'y aura pas de retour en arrière. Non. Donc ça veut dire... Non, j'ai la question à certains, certainement qu'ils souhaiteraient revenir en arrière. 100 ans en arrière. La difficulté, c'est, moi je donnais l'exemple, on en parlait avec Jacques tout à l'heure, est-ce qu'un adolescent est autonome? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui n'est pas capable de trouver les fonds pour arriver à vivre de façon matérielle est déjà autonome? C'est exactement la même chose. Un adulte qui a un métier, qui peut fournir la somme qu'il faut pour avoir la logistique qui tourne autour de sa vie, on peut dire qu'il est autonome. Un adolescent, est-ce qu'il est déjà autonome? La question, elle est ouverte, et puis je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre par le biais de nos enfants ou des jeunes qu'on rencontre. Alors vous parlez du financement, François. Alors justement, je vais donner la parole à Alain Célérier sur les financements. C'est vous qui tenez les cordons de la bourse, vous êtes le président, vous êtes obligé de décider. Ces dernières années, vous avez réduit le nombre de postes. C'était la solution pour mettre le budget à l'équilibre. Il n'y en avait pas d'autres?
Non, je crois pas. Enfin, vous savez, c'est aussi bête que vous avez des rentrées d'argent et vous avez des dépenses, et quand les dépenses sont supérieures aux rentrées, vous êtes en déficit. Enfin, c'est assez basique de ce point de vue-là. Alors effectivement, il y a toute une partie des recettes qui sont affectées par l'État, et l'autonomie dont il parlait, effectivement, elle est contrôlée quelque part par l'affectation du budget, d'une grosse partie du budget, par l'État. Mais on est aussi opérateur de l'État, et donc on a des missions de service public à remplir, donc il est un peu normal quelque part que l'État affecte des moyens pour une politique nationale. Alors après, moi, ce que j'associe à autonomie, c'est responsabilité. Et je pense que c'est ça, finalement, le plus intéressant dans le métier. Enfin, Jacques l'a expérimenté au tout début, et moi, je le vois là en ce moment. C'est vrai qu'il est intéressant d'avoir la responsabilité des choix. Et quand on est obligé de réduire la masse salariale parce qu'on n'a pas suffisamment de dotation pour l'assumer, alors on en décide nous-mêmes. Des collègues qui souhaiteraient revenir sur l'autonomie disent « Ah ben oui, mais vous faites le boulot de l'État ». Je rappelle qu'avant, quand l'État voulait réduire sa masse salariale, il nous disait les postes qui sont vacants, ils ne sont pas renouvelés. Et c'était décidé au niveau de l'État, et on n'avait absolument aucune prise là-dessus. Mais indéniablement, aujourd'hui, on sait que l'État réduit ses dotations à tous les niveaux, et finalement, ça arrive ici à l'université. C'est quoi, 100 postes de moins sur ces dernières années? Le chiffre est approximatif, mais c'est à peu près ça. C'est l'ordre de grandeur. Sur 1850 postes, enseignants et personnels. C'est beaucoup tout de même, non? Un peu plus de 1900, et on va passer à 1850, effectivement. Ça fait pas mal. Effectivement, ça demande de se réorganiser et de faire des choix. Mais bon, voilà, encore une fois, je préfère qu'on en décide nous-mêmes des endroits où on doit faire ces choix et quelles priorités on donne, plutôt que de le laisser à quelque chose d'arbitraire qui viendrait d'en haut. Est-ce que supprimer des postes, ça veut dire aussi supprimer des formations? Il faut faire des choix, Alain Sellerier? Jacques Fournalel, excusez-moi. Répondre même. Oui, mais répondez tout de même à cette question-là. Vous avez été président. Il faut faire des choix quand on fait des coupes financières. Il faut aussi enlever des formations. Oui, enfin, je crois qu'il faut surtout choisir entre diminuer le volume de formation qu'on donne dans les filières existantes pour arriver à rentrer dans l'enveloppe, ou à faire des choix entre les filières et les formations. Le premier est le plus facile, c'est ce qu'on appelle le rabot. Mais l'État aussi, quand il choisit la facilité, il prend le rabot. Le deuxième est plus difficile, mais il faut quand même considérer que les formations, ça vit et ça meurt. Par conséquent, de temps en temps, il faut savoir identifier des formations qui doivent disparaître et se transformer en autre chose. D'autres qui doivent diminuer la voilure, d'autres qui doivent... Alors vous le dites de temps en temps aussi, c'est peut-être la fréquence qu'il faut choisir. Est-ce qu'en permanence, c'est quoi, chaque année, il faudrait revoir l'offre de formation? Chaque année, mais les formations académiques sont de longue durée. Mais les formations professionnelles doivent se renouveler régulièrement. Il y a des métiers qui se déplacent, qui se transforment, voire qui disparaissent. Donc il faut aussi que les formations s'adaptent à ce genre de choses. Autrement dire, on a une mobilité potentielle et nécessaire. C'est peut-être sur cette mobilité-là des formations qu'il faut jouer quand il y a à adapter au budget. Il y a peut-être une inquiétude aussi derrière. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, François Reynaud. C'est-à-dire qu'une petite université doit faire des choix et après... On a les avantages et les inconvénients d'être une petite université. Je pense qu'on est très créatif à Limoges. On l'a démontré à de nombreuses occasions, aussi bien dans l'enseignement que dans la recherche. Il n'empêche qu'on a un potentiel humain qui est limité. Et donc, si on commence à s'éparpiller dans toutes les directions, on risque de faire beaucoup de choses et mal. Donc, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Et la question se pose toujours de la même façon. Quand on est à l'endroit où on va appuyer parce qu'il va falloir réduire la voilure, comme le disait Jacques, eh bien, c'est beaucoup plus douloureux. Donc, ce qui est difficile, c'est d'arriver à évoluer au rythme où les contraintes extérieures se posent. Donc, c'est difficile pour un organisme de la taille d'université d'avoir un rythme d'évolution adapté, par exemple, à l'évolution du monde professionnel. Alors justement, la contrainte budgétaire, elle s'accompagne souvent de cette injonction, finalement, coller davantage aux besoins de l'entreprise, former des gens qui soient plus employables. Mais est-ce que c'est le rôle d'une université, Laetitia Lepetit, de former des gens qui soient immédiatement employables? Alors, immédiatement employables, je ne sais pas ce que vous appelez immédiatement employable, mais... disons que vous avez, par exemple, un IUT dans l'université. On sait que l'IUT est une formation professionnalisante, et donc, à la sortie de l'IUT, on peut postuler
C'est peut-être pas le cas dans tous les autres domaines. Il y a eu de grands efforts de fait ces dernières années sur la professionnalisation de nos formations, puisque nos étudiants, maintenant, dès le début de leur formation, peuvent faire des stages. On les fait aussi réfléchir sur leurs projets professionnels. Et on a des formations, donc je suis responsable d'une formation où on fait de l'alternance. Donc on développe ça aussi de plus en plus, où les étudiants sont la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps à l'université. Donc même au niveau master, maintenant on a des formations qui sont assez professionnalisées pour un grand nombre. Ça veut dire que cette distinction qu'on faisait auparavant entre le monde universitaire et les autres écoles plus professionnalisantes, elle tente à disparaître ? Non, notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte que nos diplômés puissent s'insérer. Alors après, tout dépend le niveau du diplôme. C'est vrai que quand vous avez une licence générale, par exemple, souvent l'objectif est de poursuivre les études en master ou dans une école d'ingénieur, enfin peu importe. Donc là, on a moins ce souci de professionnalisation. Mais pour les diplômes terminaux, là où on sort, il faut que nos jeunes diplômés puissent s'insérer. C'est notre mission. On n'est pas là seulement pour faire joli et donner des connaissances. Il faut quand même qu'on soit efficace. Donc c'est plus que le savoir. Mais ça, c'est un grand changement par rapport à l'université des débuts. Justement, on parle des 50 ans. C'était pas du tout le discours qu'on tenait autrefois. Clairement, on était sur notre modèle. C'est pas pour autant que les diplômés ne sont pas insérés, d'ailleurs. On en fait partie, quelques-uns, là. mais c'est vrai que c'était beaucoup moins l'objectif affiché de l'université. Aujourd'hui, on a des objectifs d'insertion professionnelle mesurés et affichés. Moi, Vous voulez réagir ? J'ai envie de dire que pour les étudiants de ma génération, il y avait ceux qui suivaient des formations avec une insertion prévue et une formation, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait en passant par les écoles normales instituteurs. Et puis, il y avait ceux dont le milieu social, culturel leur fournissait tous les raisons nécessaires pour, à la suite de leur diplôme universitaire, trouver une insertion facile. La massification de l'enseignement supérieur a complètement et heureusement changé les donnes. Et de ce point de vue-là, nous avons affaire à un public qui, massivement, a besoin d'être accompagné dans l'insertion et qui ne trouvera pas, dans les réseaux personnels de la famille, comme c'était le cas il y a 50 ans, les moyens de trouver un emploi facilement. Et alors, j'ai bien entendu votre réponse. Effectivement, c'est intéressant de cet aspect sociologique des choses, finalement, sur la durée, avec une massification. Aujourd'hui, beaucoup plus de gens qui vont à l'université. Je reviens sur cette taille de l'université qu'on a évoquée. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Aujourd'hui, ça pose question pour trouver sa place dans le jeu international, national, mais aussi régional. Et je vous propose d'écouter un extrait d'un autre reportage tourné par Pascal Coucy et Andrea Ballo sur cette thématique. L'Université de Limoges accueille 16 000 étudiants dans toutes les disciplines. Mais les difficultés budgétaires et surtout la réforme territoriale ont fait planer quelques inquiétudes. Quelle va être la place de l'Université de Limoges dans une Nouvelle-Aquitaine pilotée à Bordeaux ? Ça va surtout être un problème, oui, pour les doctorats ou les masters. Ça va de plus en plus être basé sur des choses d'excellence, sur des partenariats avec des laboratoires privés. Et même si Limoges, on a des secteurs très attrayants, Bordeaux, d'autant plus de secteurs attrayants. Donc oui, ça va être un gros problème pour la recherche. Et déjà aujourd'hui, c'est un problème. Il y a plein d'étudiants qui ne savent pas comment faire leur thèse ou financer leur thèse parce qu'il n'y a personne pour les financer. François Arnoux, vous venez d'entendre ce point de vue, concurrence entre les facultés, même entre les cursus dans une faculté. Vous le vivez, vous le ressentez de cette manière-là ou pas à ce point-là ? Il faut être clair qu'il y a une crainte, mais il faut être raisonnable aussi. Je pense que toute la population limousine ne va pas se déplacer à Bordeaux pour faire ses études, pour différentes raisons. Et d'autre part, je pense qu'il ne faut pas se dévaluer aussi au point où on ne serait absolument pas attractif vis-à-vis des étudiants locaux, mais aussi les autres étudiants de Nouvelle-Aquitaine. Donc, du moment qu'on fait de la bonne formation, de la bonne recherche, je pense qu'on est attractif. Il faut le communiquer, c'est peut-être ce qui est l'enjeu actuellement, mais j'ai peut-être la naïveté d'être assez confiant sur le devenir de l'Université de Limoges, parce qu'on a aussi bien d'un point de vue d'enseignement que de la recherche des atouts à jouer. Et prendre sans arrêt Bordeaux comme un interlocuteur en compétition avec nous, je pense que c'est une profonde erreur, parce que... C'est pas le cas ? Bordeaux n'est pas en compétition Je crois qu'en termes de recherche, oui. Tous les établissements sont en compétition, tous les laboratoires sont en compétition. Il y a des financements nationaux, absolument, internationaux, pour aller les chercher. Voilà, il faut être le meilleur dans son domaine. Et donc, tout le jeu, c'est de se situer sur des créneaux
où justement on est les leaders dans le paysage national et international. Alors tout à l'heure, j'ai cité ces 2 labos d'excellence. Il y en a d'autres, mais alors par exemple, IDEX, les gens ne connaissent peut-être pas, mais enfin les initiatives d'excellence, vous avez candidaté, l'université a candidaté, et ça n'a pas fonctionné. Enfin, l'idée, c'était d'y aller, et ça n'a pas pu fonctionner comme vous le souhaitiez. On n'a pas candidaté sur IDEX, parce que ça, typiquement, ce n'était pas fait pour nous. C'était fait pour les gros ensembles qui avaient une activité de recherche sur l'ensemble des domaines scientifiques, et donc on n'était pas concernés. On a candidaté sur ICIT, mais dans le cadre d'une commu, donc c'est-à-dire d'un réseau d'établissements, où effectivement, je crois aussi qu'on n'était pas forcément, on répondait pas bien aux enjeux de l'appel à projet. Mais ça veut dire qu'il y a un problème de taille, Alain Célarié, sur ces projets-là en l'occurrence, puisqu'on ne va pas évoquer ça, parce qu'après c'est les communes, les communautés d'université, on sait que c'est compliqué ici à Limoges, avec le redécoupage territorial, mais finalement, quand on est trop petit, ça ne fonctionne plus à un moment. Mais alors à l'inverse, on a candidaté dans le premier PIA sur laboratoire d'excellence, et on en a eu un. On a un laboratoire d'excellence entre la céramique et les sciences et technologies de l'information et de la communication depuis 7 ans, et qui fonctionne très bien, et qui a une reconnaissance internationale. Donc il y a des objets sur lesquels on peut candidater. On a candidaté là dans le PIA sur les nouveaux cursus universitaires qu'on a remportés aussi, et j'espère bien qu'on va remporter les candidatures sur les écoles universitaires de recherche. C'est-à-dire qu'il faut candidater à son niveau, c'est ça que vous voulez nous dire ? Voilà, sur les objets qui sont atteignables par nous. Et donc effectivement, les IDEX, c'était pas fait pour nous. Mais d'ailleurs, on n'avait même pas vraiment essayé. Par contre, il y a d'autres... C'était quand même l'idée de départ, créer une communauté d'université avec Orléans, avec Tours, etc. Et puis ça n'a pas fonctionné. L'idée de regrouper les établissements de façon à ce qu'ils soient plus visibles de Shanghai, par exemple. Et donc ça, ce qui a été fait en tout cas sur les grandes métropoles. Mais nous, on a des établissements qui sont à 2-3 heures de route l'une de l'autre. Ça ne peut pas être un seul et même établissement. Donc ces réseaux-là, ils n'ont pas eu l'effet. Ça ne vous inquiète pas plus que ça, en tout cas, de ne pas avoir été sélectionné, de ne pas pouvoir candidater pour ça. On va arriver à la fin de cette émission. C'est pour ça que je me permets de vous couper la parole. Je voudrais faire un tour de table pour aborder l'avenir, pour voir les ambitions. Qu'est-ce que vous pensez de cette université ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Jacques Fontany, quelles seront les contraintes pour l'avenir de cette université ? Les erreurs à ne pas faire, en quelques mots. Je pense qu'on peut s'appuyer sur ce qui s'est passé depuis 20 ans. Si on a pu avoir des laboratoires qui se signalent par leur excellence en même temps que par leur taille, si on peut imaginer un INSA regroupant plusieurs composants, c'est parce qu'il y a une quinzaine d'années, on a décidé de commencer à mettre en place une stratégie dépassant les frontières entre les composantes de l'université et les composantes disciplinaires. Donc il faut continuer à décloisonner. Je pense que c'est l'avenir, et c'est dans ces confrontations entre les disciplines que se passent les découvertes, les innovations et les avancées, ainsi que pour les formations d'ailleurs, pour l'invention des formations. Jacques Fontany, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les 4. L'émission est déjà terminée. Merci d'avoir participé à ce débat. À suivre votre page d'information régionale présentée par Anaïs Demars.